Je vous remercie tous d'être là ce soir pour écouter Jackie Pigeot. Je remercie encore plus Jackie Pigeot pour deux ou trois raisons. La première, c'est que nous lui devons son aide pour avoir organisé avec nous les conférences de cette année sur l'histoire de la psychiatrie et ce qu'on peut penser aujourd'hui. Je crois que son aide est extrêmement précieuse. Il connaît des gens très intéressants. Et c'est vrai que la dernière fois, on a eu une discussion, moi je trouve absolument passionnante, sur la pensée de Moreau de Tours et sa confrontation avec Nerval, mais aussi avec les gens avec qui quelqu'un comme Moreau de Tours fréquentait les cercles qui pouvaient prendre des produits artificiels pour voir un petit peu ce qu'ils en pensaient. Et ce que nous a dit notre conférencier montrait que c'était une table pas inintéressante et qu'on aurait voulu y être sans ou avec produits artificiels. Donc, Jackie Pigeot va nous parler ce soir. Moi, je voulais vous montrer simplement, c'est pas vraiment de la publicité, c'est un hommage, mais que d'abord le petit dernier de Jackie Pigeot qui s'appelle De la mélancolie, fragments de poétique et d'histoire. C'est une édition que je ne connais pas, qui s'appelle Dilecta, c'est ça Un des petits précédents, L'éloge de Philostrate, édition Le Passeur. Quelque chose qui a à voir avec ce dont il va nous parler ce soir, il me semble, Aux portes de la psychiatrie, Pinel, l'ancien et le moderne. Et je vous en passe un grand nombre, dont, comment il s'appelle ce livre fabuleux sur l'art L'art et le vivant. L'art et le vivant, qui était un livre fabuleux, qui est paru chez Gallimard. Chez Gallimard. Enfin, beaucoup de livres, dont beaucoup de livres sur la mélancolie, etc. Et je trouve que Jackie Pigeot mérite vraiment d'être lu, c'est absolument formidable. Voilà. Donc je lui passe la parole, en rappelant donc que c'est une œuvre écrite assez considérable. Et bon, je dirais pas rien sur ta bibliothèque, rien sur ta façon de travailler, rien sur la façon dont il ne faut pas partir en vacances avec Jackie Pigeot parce que on fait absolument tous les magasins de choses anciennes, tous les libraires possibles et imaginables, mais c'est assez formidable. Voilà, je te passe la parole. Merci. Oui, donc je voudrais vous parler des débuts de la psychiatrie, ce qui est un sujet terrible, évidemment, que nous saurions aborder dans sa totalité, si c'est possible, en 1 heure. Mais en vous parlant un peu des problèmes que j'ai rencontrés pour un projet qui était depuis longtemps le mien, c'est-à-dire de prendre le moment où ça tourne, c'est-à-dire où est parue une œuvre qui est le traité de la manie dont je reparlerai de Pinel, et où les choses changent, de façon telle que après, on ne peut plus bien percevoir ce qu'il y avait avant à travers Pinel, et que la difficulté tient à la façon dont Pinel a présenté ce livre, à la fois nouveau et ancien. C'est pour ça que j'avais appelé ce livre que tu as montré « Aux portes de la psychiatrie », parce qu'il y a un moment où on est sur le seuil et où il y a derrière toute la culture de Pinel et où Pinel devient un moderne. Un moderne, c'est-à-dire quelqu'un qui va quand même influencer l'Europe entière. Petit livre, je vous dis tout de suite que je ne parlerai pas du tout d'aucune polémique pour ou contre Pinel, ça c'est pour amuser la galerie, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les stratégies qui se posaient à ce moment en 1800-1801, qui se posaient à tout médecin, comme vous le montrez un petit peu, et
qui ont été résolus, disons, par une espèce, pour parler allemand, de Aufhebung, une espèce de façon de surmonter les problèmes en dissimulant quelques-uns. Et je pense que plus je travaille sur ces sujets, plus je pense qu'on ne peut pas réfléchir sur la psychiatrie française sans voir les échos et sans voir les psychiatries d'autres pays, comme l'Angleterre, bien sûr, et comme l'Allemagne, mais aussi l'Italie, et que nous sommes très franco-français, mais il faudrait aller voir un petit peu ailleurs. C'est pourquoi j'ai entrepris avec ma femme de traduire les Rhapsodien de Reil avec un commentaire, je ne sais pas quand j'aurai fini. Donc, il y a, qu'on le veuille ou non, il y a un avant et après Pinel, comme le savent d'ailleurs bien les médecins étrangers. Il y a eu des traductions anglaises immédiates. C'est une époque où on traduit beaucoup et vite. Traduction allemande très vite de Wagner, c'est-à-dire nous sommes avant 1805. Et c'est une histoire qu'une histoire institutionnelle est bien incapable de combler. Une histoire, nous sommes en présence souvent, ce qui gêne et ce contre quoi je m'opposerai à ma place, qui est modeste, c'est une histoire des institutions, pire encore, une histoire des idées, qui est une histoire accumulative et qui croit faire bien en faisant l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, etc. Oui, non, mais ça ne sert à rien, puisque au XVIIIe siècle, il y a une Renaissance qui revient directement au texte ancien, dont je parlerai peu, parce que c'est un sujet très difficile et très long, qui serait inabordable ici, des gens comme Hippocrate, Galien, Cellus Aurélien, Asclépiade, etc., qui sont pour nous des noms, étaient pour Pinel et les autres des confrères, des gens que l'on consultait, des gens qui sont sur le temps là est un temps, disons, horizontal. On est de plein pied avec Pinel, avec Hippocrate, avec Galien, etc., et avec les problèmes qu'il soulève. Donc, on ne peut comprendre Pinel que si l'on va au texte qu'il a lu, que si l'on considère les interprétations qu'il donne, et Pinel, on en parlait tout à l'heure avec un ami ici, Pinel est un faux simple, c'est-à-dire que ce qui est surface doit être immédiatement connoté en profondeur par les textes qu'il a lus et commentés. Bon, cela dit, je vais essayer de dégager quelques voies, bien sûr, quelques pistes. On ne peut pas aller plus avant aujourd'hui. D'abord, évidemment, Pinel ne naît pas comme ça. C'est-à-dire qu'une biographie de Pinel, fût-elle intellectuelle, est utile, mais ne sert pas au projet qui est de comprendre quelles sont les conditions de possibilité de la naissance de ce qu'on appelle la psychiatrie. Il faut partir de ce point de vue qu'il n'y a pas de psychiatrie avant Pinel. Autrement dit, il faut prendre au sens strict, il n'y a pas de médecin spécialiste de la folie avant Pinel. Ça n'existe pas. Pour une raison qu'il faut bien que j'évoque rapidement, c'est ce que j'ai appelé le triomphe du dualisme. Là, depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ, cette répartition qui s'est faite entre les maladies de l'âme destinées aux philosophes et les maladies du corps, domaine du médecin, avec deux folies, une folie qui est d'origine de l'âme et une folie d'origine du corps qui elle, est pour les médecins, mais les maladies dites mentales chez les médecins sont à travers les autres. Ils sont dans une nosographie générale. Il n'y a pas un médecin qui a écrit spécialement dans l'Antiquité de la folie. Il y a ce tableau, cette table nosologique qui a été faite aussi et fixée dans l'Antiquité, qui donc considère en gros 3 grandes folies
pour les médecins, qui est l'aphrénitis, pour nous une maladie tout à fait simplement délire fébrile pour nous maintenant, mais qui était une maladie mentale pour l'époque. L'opposé qui est la manie, et puis au centre, entre les deux, parce que c'est un entre-deux, entre ce qu'on appelle l'âme et l'autre côté le corps, et qui vient de ce que a gagné le dualisme contre un monisme qui n'est pas fait pour la mélancolie, le dualisme qui dit il y a une maladie de l'âme, une maladie du corps. Cette fabrication-là, elle détermine à travers les siècles, tout bien la Renaissance 17e, 18e, jusqu'à Pinel, qui, disons-le, par un coup de force, va fonder ce qu'il appelle une médecine médico-philosophique, où il intègre cette espèce de chose qui fait l'inconvénient de tout et qui fait le problème, les passions. C'est de ça que je vais vous parler un peu aujourd'hui. D'abord, l'ère du temps. Quand il faut lire la presse médicale du temps de Pinel, par exemple, on voit que tous les médecins, disons, de la société d'émulation, par exemple, qu'ils s'appellent Alibert, que vous connaissez par la dermatologie, ou qu'ils s'appellent Moreau de la Sarthe, sont autant amenés que Pinel à parler des passions et à parler de la maladie que j'appellerais, faute de mieux, mentale. Et par exemple, quand dans les mémoires de la Société médicale d'émulation de Lancet, on trouve un long préambule d'Alibert, discours sur les rapports de la médecine avec les sciences physiques et morales, où il parle de l'arsenal thérapeutique, de la nécessité de retourner aux anciens, et en même temps de créer une médecine qui intéresse les passions. Vous savez qu'Alibert a écrit un livre qui a eu un grand succès de librairie au XIXe sur les passions. C'est la même chose pour Moreau de la Sarthe, qui est peut-être encore plus clair dans le problème que je veux poser. D'abord, la question qu'il pose, dans ce même volume de la société d'émulation. N'est-il pas possible, dit-il, de suppléer à l'action de plusieurs médicaments par l'effet analogue et souvent plus puissant des différentes affections morales? Et il fait l'éloge de Boerhaave et de son appareil de terreur. Et Moreau réclame, c'est là ce qui est intéressant, une histoire physiologique des passions, où se rencontreraient nécessairement le psychologiste et le médecin. Et, dit-il, j'ai souvent pensé à l'élaboration d'un pathomètre pour mesurer les effets des passions. On pourrait utiliser ainsi les passions comme remède et même comme prophylaxie. Ainsi, un accès de colère, 1 heure avant l'accès d'une fièvre intermittente, le resserrement salutaire d'une grande frayeur dans une hémorragie, ne paraissent-ils pas agir l'un comme le quinquina et l'autre comme le styptique le plus puissant? Et, bon, naît à ce moment-là une maladie, il reprend une maladie qui est née au XVIIe siècle, qui est la nostalgie, pour en faire un commentaire. Je passe. Je veux dire par là, il y a d'autres textes que vous pourrez regarder, il y a cette mise à la mode, si vous voulez, c'est l'ère du temps. Les médecins réfléchissent sur les passions, sur l'organique et le psychique, sur, et entre autres, il y a le grand Cabanis et les rapports du physique et du moral, physique et moral, se substituant à l'âme et le corps, mais c'est toujours la même question du dualisme qui est là, et qui est à décider. À qui appartiennent les passions? Alors, on a beaucoup dit, Pinel n'est pas original. Non, il n'est pas seulement original. Et le grand qu'on lui oppose, et qui est quelqu'un de très important, c'est l'œuvre de Daquin et son livre « La philosophie de la folie ». Et philosophie de la folie, c'est une question qui a été étudiée plusieurs fois. Il y a eu une édition de Quetel, de Claude Quetel, de Daquin. Que veut dire philosophie? Là est justement la chose difficile.
Il faut rendre hommage à Daquin pour la qualité de son livre, qui possède d'abord, et c'est juste avant la parution du traité de la Manie, hein. Il faut rendre hommage à Daquin pour la qualité de son livre, qui possède d'abord l'avantage de simplifier. Il faut simplifier et de traiter le sujet, et même de l'inventer, si l'on peut dire, sans se perdre dans les détails nosographiques. C'est un praticien de la folie qui parle, qui expose son expérience, c'est un homme qui a toute la culture médicale de son temps, c'est un médecin humain qui traite les fous par la douceur selon le modèle que l'on dit être anglais. Il pose la question essentielle, celle de la limite entre douceur et fermeté, et ces problèmes sont déjà ceux de Cels et de Célius. Ce que je voudrais, bien sûr, j'ai obligé de vous citer des noms, mais ce ne sont pas des noms. Dans l'histoire institutionnelle, on se contente facilement de citations, on cite Cels, on cite... Mais non, il faut retourner au problème. Le problème de Cels, par exemple, c'est le problème de la classification, la première simplification de classification en ce qui concerne la folie. Pour lui, il y a 3 folies. Il y a la phrénitis, il y a la manie, qu'il ne nomme pas d'ailleurs, et la mélancolie, qu'il ne nomme pas non plus, mais qu'il écrit, tout ça sous le vocabulaire d'insania. Alors voilà un mot, insania, qui traduit mania, la folie. Je reviendrai sur la question du nom, mais c'est une question qui est essentielle. Et Daquin ne pose pas la question du nom. Il appelle ça folie. Et folie, c'est le mot que retiendra aussi Chiarucci, pazia. Donc folie, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a sous folie? Si cela présente un effet positif, la justification de cette unification par le nom est sans doute bienvenue, mais on ne trouve pas les différences spécifiques, même simplifiées, qui sont sous le concept de d'insania chez Cels. Et une différence notable avec Pinel concerne le traitement par l'intervention physique, l'appareil de drogue, dont d'ailleurs Daquin se méfie aussi, mais Pinel, comme vous le verrez, est absolument réservé, prudent, méfiant à l'égard de toute pharmacopée. Bon, Pinel manifeste évidemment un sentiment de dégoût à l'égard de la polypharmacie, une vraie méfiance à l'égard de ce qu'on appelait les médications héroïques. Il propose de simplifier au dernier degré la matière médicale, de la réduire à un certain nombre de plantes indigènes d'une vertu constatée ou à des substances chimiques simples ou très peu composées. Bref, il croit, et c'est ce qu'on va lui reprocher violemment, à la médecine dite expectante. La médecine expectante, c'est un vieux mot. La médecine attentive, celle qui décrit, qui remarque, qui note, sans intervenir forcément. Et c'était ce que déjà Asclépiade de Bithynie reprochait à Hippocrate en disant que la médecine hippocratique était une préparation à la mort. Peut-être une question philosophique est-elle posée par Daquin qu'ignorera, plus ou moins, tout plus qu'au moins, Pinel, celle du suicide. Celui qui commet un suicide ou qui attente à sa vie, par quel moyen que ce soit sans y réussir, c'est la question de Daquin, est-il un fou ou non? Et Daquin risque le néologisme suicidiste. Et c'est une chose, peut-être, pourrait-on expliquer ça, cette méfiance à l'égard du suicide, par l'aventure personnelle qu'a eue Pinel avec ce jeune homme qu'il soignait à la fin des années 80, et qui malgré lui, s'est donné la mort, le fédon à la main. Ce qui a beaucoup affecté Pinel, qui a à ce moment-là fait ce qu'on appellerait une crise de mélancolie. Et bon, les choses vont leur train comme ça, jusqu'à la question posée par Dufour, et là nous sommes en plein dedans, si j'ose dire, qui paraît en 1770 le livre « Essai sur les opérations de l'entendement humain et sur les maladies qui les dérangent », Amsterdam, 1770. C'est qu'on se rapproche beaucoup du problème historique de la scission dont je vous parlais, en tout cas dans sa formulation. Et voici la phrase de Dufour, toujours citée.
et qui fait le préambule de son livre, « Je n'ai entrepris cet essai ni pour établir des systèmes, ni pour en blâmer aucun. Mon dessein a seulement été de rapprocher ce que les philosophes d'un côté et les médecins de l'autre, c'est net, hein, ont dit de plus intéressant sur cette matière et de former une espèce de physiologie pathologique de l'entendement dont la médecine me paraît manquer. » Excellent programme. Les philosophes d'un côté, les médecins de l'autre, c'est l'expression même de ce que j'ai appelé le dualisme dans le domaine de la folie. J'ai expliqué bien des fois ce fait. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait. Et sa constitution qui résulte de conditions très complexes. La folie s'est distribuée pour des siècles, comme je le disais, entre les maladies de l'âme, autrement dit les passions, et les troubles comme frénésie, manie, mélancolie, d'origine somatique. On pouvait espérer, d'après sa première phrase, que Dufour allait travailler à une réunification de la médecine et la philosophie, qui fut rationnelle et fondée en droit. Malheureusement, n'en est rien. Dufour veut faire une espèce de physiologie, comme vous l'avez entendu, pathologique de l'entendement. Il sera jamais impossible de connaître la nature de l'âme. Est-ce bien utile, se demande-t-il. Cette connaissance ne nous serait d'aucun secours pour le traitement des maladies dont nous parlons, parce qu'elles sont nécessairement dépendantes du corps. Cette phrase montre que Dufour ne sort absolument pas de la partition, et on voit affirmer l'origine corporelle de la folie. S'il n'en est rien, alors c'est l'impasse. C'est l'aporie que j'ai décrite à travers le texte de Kant, tellement important à mon avis, où Kant prend le parti de la médecine et va jusqu'au bout et aboutit à, eh bien, soit au suicide, soit à la purge. Certes, le livre de Dufour est important comme témoignage. Je dirais que c'est un peu le rôle qu'Anaxagore a eu pour Socrate. Socrate, dans le Phédon, dit quand j'ai lu Anaxagore, quand j'ai vu la phrase que l'esprit avant était le chaos, et puis vers l'esprit qui met de l'ordre dans ce monde, je dis voilà enfin, et puis après, on est retombé dans les querelles, dans les questions de physiologie et de choses comme ça, et c'était très décevant. C'est à ce niveau-là. La phrase de Dufour a été quelque chose d'important parce qu'elle est reprise, cette première phrase, par beaucoup de ceux qu'on appellera les hellénistes. La question de l'originalité de Pinel, sur cette question, on ne peut être plus féroce que Ryle, fort injuste avec le médecin français en ce passage des Rhapsodiennes, mais qui vaut la peine d'être cité. Les Rhapsodiennes paraissent en 1805. Il dit c'est depuis très peu de temps que l'on a utilisé pour les dérangements de l'esprit le traitement psychique et que l'on a commencé à comprendre que ces maladies doivent être traitées de préférence par cette méthode. Je commence, comme il se doit, par la nation qui s'appelle la Grande, mais qui ne l'est pas par ses médecins. M. Pinel profita de la belle récolte pour ce domaine à l'époque de la Révolution, où, d'après son propre aveu, les fous en France furent plus nombreux qu'à aucune autre époque. Son œuvre sur la folie est un coq à l'âne, copieux dans les parties, vicieux dans son ensemble, sans principe ni originalité, bien qu'il ait assez d'orgueil national pour prétendre tout cela. Je veux bien croire qu'à plus ou moins long terme, nous aurons une théorie systématique du traitement psychique, que ce soit grâce à la République, cela je ne crois pas. La deuxième grande nation du monde, qui plus modeste pense d'elle ce que l'autre dit d'elle-même, a fourni un grand nombre d'articles sur la folie, mais qui sont le plus souvent ordinaires. J'accepte M. Crichton, à qui je témoigne en passant ma plus haute estime. Leur vétéran dans l'art de guérir la folie, Van Zin, Willis, soigne avant tout par le traitement psychique, mais il est si modeste qu'il garde ses secrets pour lui. C'est vraiment vénéneux. Le secret des Anglais, un des thèmes de Pinel. On peut se demander si Ryle est sérieux. Il a l'humour prompte. Et Ryle est un grand médecin. Ses Rhapsodiennes sont un texte passionnant, mais j'ai compté plus de 50 citations de Pinel. Donc Pinel n'est certainement pas indifférent pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi qui se passe et qui est nouveau? Toujours dans l'air du temps, si vous voulez. Il y a l'hôpital, la question de l'hôpital. Cette question, c'est l'occasion de rendre hommage quand même à Louis XVI, de s'être beaucoup occupé de cette question-là et d'avoir suscité
des commissions, comme on dirait maintenant. Il ne faut pas sous-estimer le choc pour Pinel, le vrai traumatisme que lui procure la découverte de l'hôpital. Observé dans son ensemble, quand l'intention naît d'en faire l'analyse. Il écrit « Tout m'offrit d'abord l'image de la confusion et du chaos. » En vérité, écrit-il, l'hôpital possède une vraie valeur heuristique. Un grand rassemblement d'aliénés peut les offrir, sous tous les rapports de leurs égarements divers et sous toutes les formes que peut prendre la maladie. L'hôpital, c'est le nouveau Thasos du médecin. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, nous retrouvons peut-être, si nous avons le temps, cette expression, c'est l'aspect hippocratisant de Pinel. Pinel est, comme le sera Laënnec, quelques années plus tard, puisque sa thèse, la thèse de... Ces années-là sont d'une fécondité extraordinaire. 1801, traité de la manie, 1802, les rapports du physique et du moral de Cabanis, 1805, la thèse d'Esquirol sur les passions, 1805, la thèse de Laënnec sur Hippocrate. Donc, j'ai passé sur Bichat, sur lequel je reviendrai, qui est un médecin très important aussi pour les psychiatres, pas seulement du point de vue de la théorie de la muqueuse, des choses comme ça, la membrane, pardon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'on est hippocratisant, on s'attache à un style. Un médecin est avant tout un écrivain, conscient de ce qu'il écrit dans sa description. C'est quelqu'un qui décrit et qui doit faire, comme Hippocrate, à Thasos, dans ses fameuses épidémies 1 et 3, prendre le malade, choisir des événements en faisant des signes, les classer en signes favorables et défavorables, et finalement arriver, entre parenthèses, le délire étant un des signes parmi les autres, pour arriver, sur 42 malades, à peu près 30 mortels. Bon. Alors, ce que Pinel veut faire, je le dis tout de suite, parce que je n'aurai peut-être pas le temps de le dire, c'est décrire la manie, je reviendrai sur le mot manie, décrire la manie comme Hippocrate a décrit les maladies aiguës. Hippocrate n'a pas décrit les maladies chroniques, les maladies de longue durée. Or, la manie est une maladie de la longue durée. Il faut appliquer le style hippocratique, la rhétorique médicale hippocratique, à quelque chose qui est nouveau, l'observation enfin sur le terrain de ce qu'on n'appellera pas des cas, parce qu'il ne s'agit pas de subsumer sous un concept, mais de décrire des comportements. Donc, aussi important pour la psychiatrie, ce que j'appelle la psychiatrie, qui est un nom, je le rappelle, un nom récent, créé par Ryle, et qui est devenu un peu commun à la fin du XIXe siècle à peu près. Mais on ne parle pas de psychiatrie avant. Psychiatrie est un mot allemand, une fabrication allemande, Ryle. Mais Postel a écrit ce qu'il fallait là-dessus. Et donc, l'hôpital, c'est-à-dire d'abord Bicêtre et surtout la Salpêtrière, vont fournir l'occasion à Pinel d'écrire un grand livre, malheureusement peu lu, qui s'appelle La science, la clinique, sur la clinique. Le nom m'échappe, mais c'est un nom tellement simple qu'il m'échappe. C'est sur la clinique, qui a connu 2 éditions, 2 ou 3 éditions. Donc, la première chose à faire, en ce qui regarde la folie, on distinguera parmi les insensés ceux qui sont curables et les incurables. Ce tri détermine 2 sortes de lieux, les uns destinés à traiter et les autres à contenir,
Et d'autre part, naît l'idée à ce moment-là, qui est une idée un peu européenne, une idée aussi espagnole, une idée allemande avec Reil, et une idée anglaise, et c'est qu'il faut créer des lieux, il faut que l'architecte soit sous l'ordre du médecin, qui seul pourra définir la répartition. Créer un hôpital, c'est faire un diagnostic. Première chose. Et ça, ce n'est pas sans péril. Et Reil, qui reprend ces textes-là, Reil dira, c'est quelque chose d'affreux que de décider tout d'un coup, définitivement, du curable et de l'incurable. Bon, l'idée là fondamentale, qui veut que quelque chose d'humain subsiste chez le malade. Sinon la raison, du moins, un certain sentiment de l'autonomie et du bien-être. Mais le plus riche, et ça c'est un livre admirable, est sans doute le rapport de Jacques Redet-Tenon. Cet excellent médecin s'est rendu en compagnie de Coulon en Angleterre, et il existe ce que Tenon appelle une entraide européenne, comme dit-il, une association de bienfaisance et de lumière, et ça il faut bien se le mettre dans la tête, c'est quelque chose d'européen, entre la France, l'Angleterre, la Toscane et l'Espagne. Et parmi les mémoires qui composent le rapport de Tenon, je retiendrai ce qui intéresse l'histoire de la manie, terme qu'il faut entendre ici par folie générale. Et l'idée de curabilité est au cœur même de la sélection, et qui implique que malheureusement, tous les malades ne sont pas curables, mais qu'il faut essayer d'abord le traitement et décider de l'incurabilité au vu de son échec. Si je peux vous recommander quelque chose, c'est la lecture de ce rapport. Le traitement, ce terme vague, enveloppe toutes les ressources possibles et il n'y a pas de tri, si vous voulez, c'est un assortiment. Je passe, parce qu'autrement j'y serai encore demain. Venons à la manie, parce que ça c'est quand même, c'est important, capital même, que veut dire la manie? Vous vous souvenez, le titre de Pinel, traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie. Mais le choix des mots est capital. Voilà quelqu'un qui est convaincu qu'il existe une rhétorique médicale. Pourquoi choisit-il ce mot? Ce terme qui est plus qu'ambigu. Parce que c'est là, je fais une petite remarque au passage, que les gens qui croient arriver à un sens en faisant de l'étymologie se trompent complètement. Parce que ce qui importe, ce n'est pas l'étymologie, c'est le moment où on décide que tel mot veut dire cela. Autrement dit, tant qu'il n'y a pas de définition, il n'y a pas de sens. Bon. Ça veut dire que, par exemple, j'ai vu des gens dire paranoïa, ben oui, paranoïa vient du grec paranoïa, etc. Oui, sauf qu'il n'y a pas de paranoïa au sens moderne chez les Grecs. Donc, la manie, c'est le mot, mania est le mot le plus courant, le plus distribué en grec pour dire toutes les sortes de folies. Et donc, il y a eu des essais de classification du point de vue de la philosophie. Celle du Phèdre, par exemple, qui décide des 4 grandes manies. La manie érotique, la manie dionysiaque, etc. La manie amoureuse. Mais manie va, dès l'Antiquité, servir aux médecins pour une maladie qui sera définie par eux et décrite par eux. Autrement dit, dans les nosographies antiques, et nous en avons conservé, par exemple celle de Cellus Aurélien, manie s'oppose à phrénitis comme maladie de la longue durée à une maladie aiguë. La phrénitis, fièvre ardente, pouls serrés et 2 symptômes caractéristiques diacritiques qui sont la carphologie
les crocodismos, c'est-à-dire le fait de piquer comme ça des flocons de laine ou, sur sa couverture ou des choses comme ça, qui sont aussi des choses un peu mythiques. Hein. Et en face, la manie, délire, mais ce délire sans fièvre, sans modification du pouls, avec des moments d'exaltation et des pauses qui vont elles-mêmes donner des problèmes aux juristes dès l'Antiquité, parce que la question de savoir étant de savoir si la pause fait partie de la maladie ou si c'est une guérison. S'agit-il d'une guérison quand dans une pause, tout d'un coup, la question se pose à Marc Aurèle, et c'est le fameux rescrit de Marc Aurèle et de Commode qui décide juridiquement, pour la première fois, de savoir si la manie, dans son état de rémission, est encore présente. Bon, une question que vous connaissez bien. Alors, comment se fait-il? Donc là, nous avons deux maladies tellement opposées que Galien, 700 ans après Hippocrate, reproche à Hippocrate d'employer le verbe de la manie pour décrire un cas de frénétisme. Comment? Mais d'où ça vient? Il faut expliquer ça. Il s'est trompé, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne peut plus comprendre, parce que mania et frénétisme s'opposent radicalement. C'est comme ça que ça évolue. Alors, comment se fait-il? Vous avez dans Pinel la nosographie philosophique, où il y a donc un long développement sur la manie, constitué à la manière ancienne des médecins anciens. Et tout d'un coup, voilà que cet homme, qui sait ce qu'il dit quand même, hein, utilise le mot de manie. Pourquoi? Mot qui disparaît de la deuxième édition du titre. Pourquoi? Sans doute volontairement pour créer du flou, pour repousser les limites. On peut penser ça. On peut penser, peut-être, si j'ai vu que quelqu'un avait écrit sur ce livre en me disant on pouvait utiliser là-dessus le concept althusserien de surdétermination. C'est possible. En tout cas, c'est un problème. Il y a un glissement, ou un élargissement. La folie est remplacée par la manie. Alors qu'à la même époque, Chiaruggi conserve le terme de pathia. Qu'est-ce que c'est que cette détermination? C'est un problème qui se pose, mais c'est un problème qui n'est pas soluble, mais qui est quelque chose qui est de l'ordre du style, de la dénomination, et aussi de l'ordre de l'élargissement du concept dans son extension et sa compréhension. Donc il y a là un premier travail. La manie de Pinel, ce n'est pas, comme je dis, sans intriguer. Et dans ce chapitre, qui est très difficile, la description est essentielle. Je passe. La question des dénominations, qu'est-ce que c'est? Faut-il écrire? Faut-il décrire? Faut-il peindre? Quel sera le modèle? Et là, on a un autre écrivain, un grand écrivain de l'Antiquité, lui qu'on a appelé au XVIIe le grand peintre, l'appel de la médecine, qui a arrêté de Cappadoce. En tout cas, il faut sortir du galénisme. Pour Pinel est un ennemi déclaré de Galien. Or, Galien, si on va vite, on dit comment ça se fait, puisque Galien a écrit un traité qui s'appelle « Que le bon médecin est aussi philosophe ». Et ce petit traité, qui est plutôt de rhétorique, a beaucoup séduit. Mais en fait, et j'ai écrit longuement là-dessus sur le traité de Galien, que les mœurs de l'âme suivent les tempéraments du corps, ce que Galien pense, c'est que tout est déterminé
par ce qu'on appellerait le biologique. C'est ça, mais lui, ce qu'il veut faire, c'est créer, et ça c'est sa grandeur, ce qu'il appelle une iatrike philosophia, une philosophie médicale. Mais il ne peut pas y avoir rencontre entre Pinel et Galien. Du point de vue galénique, c'est décidé, c'est du côté du corps, hein, et pas du côté de la psyché. Il ne faudrait pas croire, entre parenthèses, que les gens soient si, ni les philosophes ni les médecins, soient si obtus qu'ils n'osent penser qu'il n'y a pas d'interaction des deux. Même si on croit que l'un est cause de l'autre, l'interaction, elle est évidente, elle est signalée. Alors, le médecin, dit Pinel, peut-il rester étranger à l'histoire des passions humaines les plus vives, puisque ce sont là les causes les plus fréquentes de l'aliénation de l'esprit? Cette question n'est pas neuve, j'ai essayé de vous le dire. En fait, que faut-il entendre par histoire médicale des passions? C'est une expression très ambiguë. L'histoire médicale des passions entre nécessairement comme notion préliminaire dans ce traité, dit-il. Comment concevoir l'aliénation la plus fréquente, celle qui vient d'une exaltation la plus extrême des passions, si on ne considère d'abord avec soin leurs effets sur le moral et le psychique? Et le nom qui vient immédiatement, c'est évidemment Crichton qu'il a lu et relu, et qui dit qui a senti cette vérité, puisque, dit-il, son ouvrage sur les aliénés, dans son ouvrage sur les aliénés, il a tracé les caractères et les effets généraux de la joie, la tristesse, la crainte, la colère et l'amour. Ce langage paraît à première vue très clair. Il n'est aucun médecin pour contester que les passions modifient la physiologie. Mais l'histoire, quel sens donner à ce terme? Il y a une histoire médicale d'abord au sens où l'on parle de l'histoire des malades. Dans l'idée de Pinel, il faut décrire les passions avec l'esprit que je vous ai décrit, avec l'esprit dans le style d'Hippocrate, comme il fait l'histoire de tel ou tel malade. Mais, en vérité, ce que va tenter Pinel est réussir. Réussir du point de vue en tout cas, du point de vue de la communication, si j'ose dire. Cette affirmation de Pinel, c'est un coup de force. On va unir médecine et philosophie. C'est un coup de force. Les passions, je le dis, appartiennent à la médecine. Alors là, il y a une appropriation qui est là une des ruptures à cette inauguration de la psychiatrie, une rupture capitale. Il s'était donc un coup de force, mais qui est délicat. Et Pinel va utiliser ce vocabulaire périmé de l'âme et du corps, après Condillac, plus ou moins, au moment où Cabanis utilise un langage plus moderne, celui des rapports du physique et du moral. La question du siège se pose en bon médecin, cela s'est vite éliminé, en citant Greding qu'il lit dans Crichton, c'est-à-dire que les ouvertures à post-mortem ne donnent rien, mais ce qu'il glisse ici immédiatement, c'est Cicéron. Cicéron et sa définition des passions dans les Tusculanes. Curieux, on peut dire que Cicéron est, avec Hippocrate, un des créateurs, entre guillemets, de la psychiatrie française. Et pourquoi? Parce que, je l'ai expliqué longuement ailleurs, la définition des passions cicéroniennes qui tient de Chrysippe peut absolument servir à la fois aux monistes et aux dualistes. C'est-à-dire, par exemple, la crainte est un jugement qui dit que quelque chose est terrible, accompagné de quelque chose qui se passe au niveau de la cardia, d'un resserrement. Alors, si on est moniste comme le stoïcien Chrysippe, on dit c'est la même chose. Si on veut être dualiste, on dit que l'un est cause de l'autre, et de là départ quelque chose qui va, pendant des siècles, conduire à la bataille.
Christian disait, texte très incisif, il disait que les passions doivent être considérées du point de vue médical comme faisant partie de notre constitution. Il faut les examiner avec les yeux d'un physiologiste et l'impartialité d'un philosophe, je cite Christian. On ne considérera pas si les passions sont naturelles ou non, morales ou immorales, they are mere phenomena. Ce sont de purs phénomènes. Mais Christian se révèle vite insuffisant pour Pinel, déçu qu'il est, par ce qu'il appelle une pure énumération de ses passions. C'est que l'expérience nouvelle de l'hôpital, le spectacle des fous, la pratique intelligente de Poussin dans la gestion quotidienne, offre un théâtre tout à fait remarquable à Pinel. C'est là son illumination, qu'il décrit avec son lyrisme discret, mais c'est ce niveau-là. Je cite le texte, qui vraiment est capital. D'un autre côté, pénétrer moi-même de l'insuffisance de lumière qu'on peut puiser dans les livres sur le traitement de la manie, avide de m'instruire par l'examen attentif et le rapprochement des faits, oubliant profondément qu'un bonnet de docteur eût affublé ma tête, je mettais à profit le spectacle d'un grand rassemblement d'aliénés, soumis à un ordre régulier, les scènes mobiles et quelquefois bizarres que leur délire fait naître, l'habitude du surveillant à régulariser ses mouvements, à rétablir dans des cas fréquents une raison aliénée par les seuls moyens de la douceur et d'une répression énergique, mais sage et humaine. Je m'élevais avec réserve des faits observés et des résultats d'une sorte d'empirisme au vu général que donne l'étude des fonctions de l'entendement humain, puisé dans les écrits des modernes. L'histoire philosophique et médicale des passions, c'est-à-dire de leurs effets au moral et au physique, et ce que les meilleurs auteurs ont écrit en général, en particulier sur les Vésanies. Les lois constantes de l'économie animale, considérées dans la manie comme dans d'autres maladies, me frappaient d'admiration par leur uniformité, etc. La folie n'est donc pas si anarchique qu'elle le paraît à première vue. Comme toutes les maladies, elle présente des constantes et des lois. Mais ce qui est nouveau, c'est l'expression de Pinel, l'histoire philosophique et médicale des passions, c'est-à-dire de leurs effets au moral et au physique. Il faut que la médecine annexe le tout de la passion. Et ce ne sont pas non plus les abstractions de Condillac qui suffisent à Pinel. Pinel se dit évidemment élève de Condillac, mais ça ne fonctionne pas, le condillacisme. Et là, dans une note de TAM2, il faut faire attention aux notes, parce que c'est souvent là qu'il glisse des choses importantes, on ne peut guère parler des passions humaines comme maladie de l'âme sans avoir aussitôt présente à la pensée les Tusculanes de Cicéron et les autres écrits que ce beau génie a consacré à la morale dans la maturité de l'âge et de l'expérience. Quel moment propre, continue-t-il, pour des études philosophiques, que celui des orages politiques et du conflit tumultueux des passions qui entraînèrent tant de malheurs et finirent par bouleverser l'ancienne République romaine. En fait, l'analogie entre la crise de la République romaine et la Révolution, une fois soulignée, quel étrange sentiment l'expression si banale, si difficile en même temps, de maladie de l'âme ne provoque-t-elle pas? Vieille expression, vieille comme Platon. En fait, Pinel vient de parler de Christian, qui s'est borné quasiment à décrire les signes et les caractères propres des passions humaines, leurs divers degrés d'intensité et leurs effets plus ou moins violents sur l'organisation physique. Et c'est là que prend la note. Et il ajoute, la médecine était donc destinée à réaliser en partie les opinions des anciens sages, qui, dans leurs spéculations subtiles, les regardaient comme des maladies de l'âme. Quelle que soit l'acception qu'on donne à ce terme, il est encore plus certain quelles sont les causes les plus fréquentes des maladies, et l'aliénation mentale ne m'en a-t-elle point offert des exemples plus nombreux. Le raisonnement n'est pas facile à saisir, mais ce qui est facile à voir, c'est que Pinel prend sous le domaine de la médecine les passions. Et profitons de ce que Christian a montré l'exemple, malheureusement, dit-il, Christian est retombé dans le champ banal du processus organique, il a oublié l'aspect que les anciens appelaient les maladies de l'âme, et c'est d'elles le plus souvent que vient l'aliénation. Maladie de l'âme, quelle que soit l'acception qu'on donne à ce terme. Ce qui peut c'est bien autour du problème de la passion, que s'est produit la séparation entre maladie de l'âme et maladie du corps. Mais, suffit-il de faire ce coup de force? Pour y arriver, il y a tout un gauchissement pinélien très intéressant à suivre, que j'essaie de suivre dans ce livre, parce que on peut dire qu'introduisant les passions comme ça dans la médecine,
Pinel introduit des problèmes, qui sont les problèmes justement qui ne sont pas réglés de ceux de la distinction de l'âme et du corps, de la position moniste ou de la position dualiste. Cela reste du non-dit. Et en même temps, cela va donner une dynamique extraordinaire à la médecine aliéniste. Et on verra les uns, comme Esquirol par exemple, ou comme Bichat, faire des passions de l'organique, et d'autres, parlant d'un organe psychique comme Ryle dont on ne sait pas trop ce qu'il est, Pinel a introduit le loup dans la bergerie. Et la justification, ce qu'on appelle en grec la dokimatie, c'est-à-dire la justification juridique de ce coup de force n'a jamais été faite. Et c'est de là que suivent une série de problèmes qui sont, je ne sais pas, peut-être vous direz qu'ils sont résolus, mais si vous le savez, dites-le moi. Il a rompu le pacte. Un pacte qui était lui aussi non dit, mais tout marchait c'était un pacte qui fonctionnait de fait. Les médecins ont été paresseux. Ils n'ont jamais contesté aux philosophes ce privilège de cultiver la passion, de soigner la passion. Mais tout ça, au fond, ça m'intéresse assez peu, c'était une introduction, parce que qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Qu'est-ce que Pinel aurait pu faire? Qu'est-ce qu'il a négligé qui était déjà en cours? Ça, c'est très intéressant. Par exemple, la question du sensus sui, la question du sentiment de soi-même. Alors là, au fond, l'intériorité, le sentiment de soi-même, la viscéralité, Pinel les a non pas négligés, mais les a, j'ai employé une expression moderne si vous voulez, mais il a surfé par-dessus. Il a glissé sans approfondir parce qu'il ne pouvait pas le faire. S'il le faisait, il aboutissait à l'aporie. Il aboutissait vraiment à quelque chose. Il ne pouvait plus faire une combinatoire avec tous ces éléments. S'il choisissait, par exemple, le viscère, il allait vers Van Helmont. S'il choisissait, la question du sensus sui se pose au XVIIe, XVIIe, XVIIIe, avec des médecins comme Sydenham, comme Thomas Willis, les Anglais, et se posera à la fin du XVIIIe avec Ryle lui-même, c'est-à-dire dans les années 1780 et quelques, dont l'élève Hübner publie en latin sa thèse qui s'appelle De Kinesthesie sensu, du sentiment synesthésique. C'est une invention de l'université de Halle, une invention de ce mot est une invention de Ryle. Alors, la question est la suivante. Y a-t-il une connaissance possible de soi-même? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un soi? C'est une question qui occupe la philosophie anglaise avec Locke. Et puis, il y a eu un très bon livre de Balibar sur cette question, du soi. Parce que le self-consciousness, le traducteur français Coste ne sait pas traduire ça. Pas de mots. Qu'est-ce que c'est? Y a-t-il une connaissance? Je suis trop long? Non. Y a-t-il une connaissance immédiate de soi-même? Et y a-t-il... Hein? Tu m'as donné l'idée d'une conférence l'année prochaine sur le soi. Le Gemeingefühl, c'est-à-dire le sentiment général de soi-même. Doit-on l'attribuer à un sens, au sens? Est-il possible? Y a-t-il un sentiment de soi-même et dans quelle mesure s'il existe?
entre-t-il dans le processus de la folie? Là, il y a des développements de Ryle remarquables. Quel besoin le médecin aurait-il de se poser des questions de ce genre? Il y a, à mon avis, depuis longtemps je pense, une préhistoire médicale de la connaissance de soi. Alors, le livre de Balibar, je vous donne la référence, John Locke, Identité et différence, l'invention de la conscience, Paris-Seuil 98, après Jésus-Christ. Bon. Le moi de M. Pascal, dit Coste, le traducteur, m'autorise en quelque sorte à me servir du mot soi, soi-même, pour exprimer ce sentiment que chacun a en lui-même, qu'il est le même. Ou pour mieux dire, dit Coste toujours, le traducteur de Locke, au XVIIe, j'y suis obligé par une nécessité indispensable, car je ne saurais exprimer autrement le sens de mon auteur qui a pris la même liberté dans sa langue. Alors, il y a deux solutions qui s'offrent en Angleterre au même moment, à peu près, celle de Sydenham, l'homme intérieur. L'homme intérieur, il décrit cet homme intérieur, il vient sous la plume, dans la lettre à Cole sur l'hystérie. Il définit d'abord qu'il y a une hystérie masculine comme une hystérie féminine, et il parle de l'homme intérieur qui double l'homme extérieur. Et le texte, très difficile à traduire, je vais essayer une traduction, bref mais important. De même, en effet, qu'il existe un homme extérieur, qu'on peut voir formé de l'assemblage des parties qui se montrent au sens, de même, sans nul doute, il existe aussi un homme intérieur, constitué par l'enchaînement nécessaire, et pourrait-on dire l'atelier des esprits animaux, et que seul peut contempler la lumière de la raison. Or, celui-ci, conjoint de manière très intime au tempérament du corps, pour ainsi dire ne faisant qu'un avec lui, voit son état se dégrader de manière d'autant plus maladive et facile que la robustesse des principes constituants que la nature nous octroie est plus grande ou plus faible. Ce texte, très important, que connaît très bien Cabanis, qui le cite et le commente, ce texte fait partie donc de cette lettre des œuvres de Sydenham, qui ont été traduites par Jo au XVIIIe siècle. Vous chercheriez en vain ce texte dans la traduction, il a été caviardé parce qu'il n'était pas assez médical. Donc un médecin qui traduit au XVIIIe supprime ce texte. Le texte en latin n'est pas facile. Alors, bon. Si vous voulez, l'homme intérieur serait comme le recto verso, nous on a habitué ça en termes saussuriens, hein, de l'individu. Et les modifications de cet homme intérieur, c'est le sentiment de soi. Thomas Willis, un très grand médecin, ami de Locke lui aussi, dans des textes sur la mélancolie, dans ses Willis Oxford Lectures, parle des troubles de l'imagination, etc., et invente un homme éthéré qui serait coextensif avec notre corps et qui, je traduis, cela me semble constituer un tissu d'esprits animaux, constitue une sorte d'homme éthéré, coextensif à notre corps, et de plus ce génie qui nous est propre, quelquefois se répand dans notre corps, comme cela arrive dans la joie, l'impatience, le courage. D'autres fois, il se rétracte au point de n'être plus coextensif à notre corps. Il change à l'occasion de forme, subissant des métamorphoses, pourrait-on dire, et s'emparant de formes variées. Et évidemment, tout de suite arrive Ovide et la lycanthropie. Alors, d'abord, on se dit, la lycanthropie, vous savez, quand même, ça vient, il y a Jean Vire, les sorcières et tout ça. Ça, c'est une maladie qui apparaît à la fin de l'Antiquité, l'homme qui se transforme en loup. Mais d'autres transformations peuvent garantir ça, ceux qui se transforment en chien, l'aventure d'un Nabuchodonosor, etc. C'est très important et je ne l'avais pas vu du tout. J'avais laissé tomber cette maladie, pourtant, qui me paraît maintenant très intéressante, du point de vue historique, et même, c'est l'hypocondrie.
l'hypocondrie que Sydenham dit la maladie de Proté, la maladie protéiforme, celle qui change de forme. Et nous sommes habités comme d'un homme, un double intérieur, qui ne coïncide pas, au contraire. Il y a de l'espace, et il crée de l'espace, et puis il tente des sorties. Et c'est cette métamorphose en soi qui est redoutable. Et si on voulait aller plus loin, je n'ai pas le temps de le faire, mais du côté de la poésie et du développement à l'Aristote, on peut dire que si la mélancolie est maladie de la métaphore, est métaphorique, eh bien, ce n'est pas la métaphore dans l'hypocondrie, c'est la mimésis, c'est l'imitation. Il y a quelque chose, l'homme, ce qui fait que nous connaissons nous-mêmes, c'est une résistance. Et déjà, le fœtus, dit Cabanis, se crée en résistant aux forces extérieures. Et cette résistance est quelque chose de positif. C'est-à-dire que la conscience d'un effort voulu constitue les prémices du moi. Et donc Cabanis dit, enfin je pourrais résumer ça en disant, l'homme intérieur, c'est l'homme antérieur. Cela d'un point de vue organique. Hein. Ce qu'il a négligé aussi, l'épigastre, la question de l'épigastre. C'est-à-dire, écoutez, Van Helmont, qui est le grand au XVIIe siècle, qui a écrit un livre extraordinaire, qui n'a jamais été retraduit en français. Il y a eu 2 traductions qui sont mauvaises du XVIIe siècle, mais il n'a jamais été retraduit en français. C'est un latin extraordinairement difficile, mais très beau latin. L'Hortus Medicinae, le jardin de la médecine, la naissance de la médecine, pardon, pas le Hortus, la naissance de la médecine. Et alors, les forces épigastriques, comme je vais vite, mais Van Helmont a une double autorité du point de vue de la psychiatrie, si vous voulez. C'est d'abord cette expérience d'une appel dont Moreau de Tours se souviendra. C'est une des premières expériences pharmacodynamiques. Van Helmont se goûte on appelle à une aconite, hein, et est troublé, et s'aperçoit qu'il comprend les fous et qu'il comprend la naissance de la folie, comme le hashish fonctionnera pour Moreau de Tours. Et alors, sous le mode atténué de l'aconite, il a compris que ça commence là, et l'archer, c'est-à-dire le début, le départ de tout ce qui fait le centre et qui est l'origine, l'épigastre. Alors, c'est dans l'épigastre que se forme, dans cette viscéralité, que se constitue la folie. Or, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Van Helmont est cité dans la première édition de La Manie, dans la deuxième, il disparaît. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller trop de ce côté-là. N'allons pas trop du côté du viscéral, de l'organique. Quant à la synesthésie dont j'ai parlé, c'est l'élaboration d'un sens qui constituerait la présence efficace de notre corps et qui serait, quand il y a une bonne santé de la synesthésie, une mauvaise santé, et qui, dans ce vaste rayonnement, je cite Ryle, du système nerveux, pour autant qu'il se perd dans les parties du corps et celles d'organes au Gemeingefühl, si des parties malades ont un effet sur lui, si les nerfs eux-mêmes deviennent malades, pris dans leur singularité ou de leur ensemble, alors il en résulte les perturbations les plus curieuses, etc. Dora Weiner, qui a écrit une bonne biographie de Pinel, dit « Ce concept de Gemeingefühl or synesthesis could have been useful to Pinel.
could have been, mais il le connaissait forcément, puisqu'il a lu Crichton et que Crichton s'y intéresse, qui s'intéresse au self-feeling, au sens cold synesthesis or self-feeling. Et donc là encore, c'est un éloignement de quelque chose qui pourrait arriver à faire, à aboutir à une voie sans issue, une voie trop organiciste. Qu'est-ce qu'il a encore négligé, au sens, non pas par-dessous la jambe, c'est l'imagination elle-même, c'est-à-dire la fantasia. Or, Pinel y avait déjà avait touché à propos de l'ouvrage du général Dopé. Et l'imagination a été mise en question à son époque, et il y a même donné, si j'ose dire, avec le mesmérisme. Le mesmérisme pose des questions extrêmement intéressantes. Et dans la commission, il faut lire le rapport des commissaires chargés par le roi de l'examen du magnétisme animal. Ce texte est remarquable. Il y avait une commission constituée, bon, peu importe. Les choses sont d'apparence simple. Il n'y a, alors, le rapport dit, il n'y a qu'une nature, une maladie, un remède, et ce remède est le magnétisme animal. C'est la thèse du magnétisme. Alors, il s'agit d'abord de la crise. Bon, la crise est un convulsif qui peut se rapprocher de l'orgasme. La précision des commissaires est importante. Il s'agit d'abord de constater l'existence du magnétisme. Le magnétisme animal peut bien exister sans être utile, mais il ne peut être utile s'il n'existe pas, dit la conclusion. La première partie est bonne, mais je ne crois pas qu'elle soit réversible. Je ne crois pas. Hein. Le magnétisme animal peut bien exister sans être utile, mais ne peut être utile s'il n'existe pas. Ah. Remarquant ce bon sens et... Alors, le rapport établit quelque chose de très intéressant. C'est ce qu'on pourrait appeler les dangers de l'introspection. Et ça a dû toucher Pinel. Les dangers de l'introspection. Il faut prendre des précautions. Il y a des individus qui n'ont aucun sentiment d'eux-mêmes, qui sont pas doués pour ça, mais ceux qui vont trop, il n'y a point d'individu, je cite, dans l'état de la meilleure santé, qui, s'il voulait s'écouter attentivement, ne sentit au-dedans de lui une infinité de mouvements et de variations, soit de douleurs infiniment légères, soit de chaleur. Ces variations qui ont lieu dans tous les temps sont indépendantes du magnétisme. Bon. Et on voit poindre la question de la limite de la connaissance de soi, voire des dangers qu'elle procure. Comment déterminer, si je fais attention, trop attention à moi-même, ce qui est de l'ordre de ma synesthésie propre, et ce qui relève de la modification due au magnétisme? Comment mesurer la part de subjectivité, dirions-nous, de l'expérimentateur dans une expérience de ce genre? Le premier soin des commissaires a été, je cite le texte, de ne pas se rendre trop attentif à ce qui se passait en eux. C'est une attitude qu'on pourrait appeler galénique, tout à fait. Je vous rappelle qu'Archigène avait été condamné par Galien parce qu'il allait trop dans la définition des sensations. Des sensations acides, des sensations aiguës, etc., térébrantes. Le résultat d'expérience est qu'aucun d'eux n'a rien senti parmi les cobayes, et on élargit l'expérience. Bon. Mais, ce qui est important, c'est que, je cite le texte, les commissaires eux-mêmes s'étant armés du doute philosophique, doute qui est quelque chose qui est salué par Pinel, qui a fait l'article doute philosophique dans l'encyclopédie médicale Pankouk. Le doute philosophique, c'est de Pinel. Le doute philosophique était, les commissaires s'étant armés du doute philosophique, qui doit accompagner tout examen, non point, disent-ils, les impressions qu'ont ressenties les trois malades de la classe du peuple,
et ils ont dû soupçonner que ces impressions, en le supposant toutes réelles, étaient la suite d'une persuasion anticipée et pouvaient être un effet de l'imaginaire. Donc, il s'agit de déterminer jusqu'à quel point l'imagination peut influer sur nos sensations. Il faut donc remuer l'imagination. Bon. On pourrait dire que la question est intéressante. En scène physique, on peut, mais ce n'est pas plus clair de parler d'imagination que de magnétisme. La question de l'imaginaire a été posée en des termes qui sont des termes intéressants philosophiquement et médicalement par ce rapport. Et Pinel, qui avait été tenté, on lui a assez reproché, vous savez qu'il y a toujours des polémiques. Pinel est un homme qui suscite la haine ou c'est les polémiques, c'est stupide polémique, savoir s'il est... ça n'a aucun intérêt. Là, on peut dire que ce rapport est un rapport épatant. Et Touré, qui était dans le rapport, est quelqu'un de tout à fait remarquable, et le magnétisme comme médicament simple, et la question du siège et la crise reviennent dans ce rapport. Je passe, il faut passer parce que le temps passe. C'est profond, hein. Je voudrais quand même vous dire 2 ou 3 mots, 5 minutes, de Ryle. Parce que si on veut ouvrir un petit peu, et je le tends. De toute façon, c'est la question que je vais te poser, c'est ce que pensais à Ryle. De quoi? De Pinel? De discuter un peu ça. Mais ça, il faudrait voir les textes. Oui, mais ça, c'est... Non, ce sont des... C'est pas de Pinel, là, que je veux parler, mais c'est simplement de faire voir comment quelqu'un qui n'a pas plus que Pinel considéré que c'était intéressant de savoir ce que c'était l'âme. Et que pouvait parler qu'un médecin pouvait parler. Là-dessus, il est parfaitement d'accord avec Pinel. Il écrit ceci. Si donc la médecine en général, à laquelle appartient ce traité, le sien, dit Rhapsodien, établit d'après la nature et la façon d'agir des remèdes appliqués 2 méthodes de traitement, le traitement chirurgical, le traitement médical, alors elle doit ajouter à ces 2 méthodes une 3e, le traitement psychique, si elle veut être logique. Il est vrai que cette dernière méthode est encore un champ en friche, mais elle peut, si on la cultive, atteindre la même efficacité, sinon une plus grande encore que celle offerte par les 2 autres méthodes de traitement. C'est en effet un accroissement considérable qui étend d'1 tiers les frontières de la médecine. Ce tiers ouvre à l'assiduité des médecins une nouvelle sphère d'activité qui leur offre les sujets les plus intéressants à étudier. Les facultés de médecine, après cette acquisition, seront obligées d'ajouter aux 2 grades existants un 3e, c'est-à-dire le doctorat de la médecine psychique. Les méthodes de traitement psychique, je continue, sont donc l'application méthodique à l'homme de moyens qui agissent d'abord sur son âme, dans l'intention qu'ainsi puisse arriver la guérison d'une maladie. Il est donc indifférent, eu égard à cette définition, s'il guérisse une maladie de l'âme ou du corps. Si le jeu excité des forces de l'âme a été provoqué en vue de la guérison par la communication de représentations et de notions, ou par des moyens classiques, par exemple le fouet, la douche ou le tonnerre du canon. Je parlais tout à l'heure de cet inconvénient qu'il peut y avoir à trop s'interroger, à aller trop profond dans l'introspection. Il y a une lettre de Freud quand même intéressante là-dessus. Je crois que c'est une lettre à Fils, où il dit que voilà, j'ai 40 et quelques années, je suis incapable de dire si ce dont je souffre en ce moment, c'est une vraie maladie ou si c'est de l'hypersensibilité. J'ai couru la poste, je ne sais pas si j'ai été audible, mais je vous remercie en tout cas. Donc j'acquis quel chemin comme d'habitude, c'est-à-dire que je trouve que ce qui est, je ne vais pas paraphraser, c'est impossible, on va essayer de discuter un petit peu, mais moi ce qui me frappe beaucoup dans ta façon de faire, c'est aussi
de discuter ce que quelqu'un, bon d'abord autour du dualisme, l'utilisation du mot manier, etc., mais de tout ce qu'il a mis de côté pour ne pas trop s'embarrasser. Ça, je trouve que c'est très, très fort, cette discussion, parce que finalement, si je comprends bien, il avait vraiment très très peur de rebasculer d'un côté ou de l'autre, quoi. Il fallait qu'il aille de l'avant. Ouais. Alors, bien entendu, tu nous as proposé finalement des questions qui n'ont pas fini d'être débattues, même sous d'autres formes plus modernes, avec d'autres mots. Moi, juste par humour, j'ai trouvé qu'on pourrait proposer à nos tutelles le pathomètre. Ça, c'est un mot magnifique, le pathomètre. Ça pourrait servir au DSM. Oui, le DSM, on pourrait appeler ça le pathomètre. Je trouve que ce serait beaucoup plus joli. Hein? Oui. Alors. Ah, mais il y a une chose, excuse-moi, je profite de la présence de mon ami Serge Wasserstrom pour dire que j'ai parlé de l'érudition allemande, etc., mais au XIXe siècle, il y a quelqu'un qui est bien sous-estimé et qui a fait beaucoup pour l'Europe. C'est Archambault. Archambault, dont personne ne parle plus beaucoup, et qui a fait traduire. Il y a la traduction d'Hélice, qui est parue quand même en 1840 avec une note d'Esquirol, et Wasserstrom a trouvé les manuscrits des traductions d'Archambault. C'était une parenthèse. Enfin, tout à l'heure, je t'ai interrompu parce que je trouve que tu nous as beaucoup donné envie qu'il y ait un travail l'année prochaine sur le soi. Parce que je trouve que là, vraiment, tu as ouvert quelque chose de très important. Et puis, tu as été, bon, tu ne peux pas tout raconter, mais quand même, moi, j'aurais bien voulu savoir ce que Reil pensait un petit peu en détail de Pinel, parce que... Il l'estime beaucoup. Oui, ça, tu as vu, tu dis qu'il le cite beaucoup, finalement. Beaucoup, oui. Ben non, je ne peux pas te dire ça parce que ce serait trop global, mais ce n'est pas très particulier. J'ai à peu près 48 citations de Pinel. C'est celui de loin le plus cité, Pinel. Moi, je vous propose de vous passer la parole parce que d'abord, on n'a plus tellement de temps pour discuter. Je suis sûr qu'il y a des gens au premier rang, au deuxième rang, au troisième rang qui auront des choses à discuter avec toi. Attends, d'abord, je vais leur rendre leur venue. Mais je trouve que... Bon, j'ai été beaucoup trop vite, bien sûr, mais enfin... Ben forcément, mais franchement, hein, si vous lisez Aux portes de la psychiatrie, c'est un peu moins rapide, mais c'est très bien, c'est à vous. Jean. Merci beaucoup. D'abord, c'est toujours un plaisir de vous écouter, Jackie, parce qu'on y apprend beaucoup de choses. Gilbert, on vous apprend beaucoup de choses. Et la trace que vous avez faite à partir de Pinel, du dualisme médico-philosophique, médecine philosophique, à mon avis, est une question qui est à l'ordre du jour dans notre domaine psychiatrique et psychanalytique, parce que je suis aussi psychanalyste. Et il y a là une relecture de Pinel que nous devrions faire avec autant d'assurance et de clarté que vous. Mais il y a quand même, dans ce dualisme médico-philosophique, on ne peut pas ne pas relever que, quand même, Freud a été influencé par Kant, la loi morale, le surmoi, il a oublié le ciel étoilé au-dessus de nos têtes, mais enfin ça, il n'est pas le seul, par Spinoza, et surtout par Schopenhauer, qu'il avait lu, et Nietzsche, l'éternel retour, et Spinoza, et Schopenhauer, la pulsion, enfin, un thème voisin de la pulsion de mort. Mais en riait, ça a été Husserl, en gros, pas seulement, mais essentiellement. Lacan, ça a été la théologie négative, qui cite sans vergogne Angelus Silesius. On retrouve absolument ce qu'a écrit Angelus Silesius. Alors, il y a toujours eu un dualisme latent, caché, et l'impasse, je ne parle que pour moi, à travers moi, l'impasse dans laquelle se situe actuellement la réflexion théorique analytique, c'est qu'elle croit simplifier le débat en faisant de la psychanalyse une seule anthropologie où tout serait résolu, aussi bien le médical que le philosophique. C'est une erreur grave
qui annonce une dissipation des valeurs que Freud a lancées. Bon, moi. Alors, j'ai toujours pensé que les pulsions, au sens freudien du mot, le mot Treiben, Trieb, en allemand, qui est très difficile à traduire en français, car il fait penser à la poussée passionnelle du printemps, à la poussée passionnelle. Je crois qu'entre pulsion et passion, à travers le sémantisme allemand, il y a une grande proximité. Il y a une histoire des gens. Comment dire ? Le sentiment de soi-même, le soi, puisque je pense que vous en reparlerez, est une notion que Freud, à un moment, a tenté d'élaborer, puis il l'a abandonné pour le ou das Es ou das Ich, mais le Sich, il en a parlé longuement. On a occulté ça. On a occulté l'homme intérieur, alors que Freud, dans la mélancolie, parle bien de la perte du sentiment de soi, c'est-à-dire le sentiment de soi, le sentiment de l'homme intérieur, qui va d'ailleurs avec le sentiment de soi, ne peut aller, s'il va jusqu'au bout, qu'à réfléchir la mort, ce que fait quand même, entre autres, le mélancolique. La question que je voudrais vous poser à travers les oublis, je voudrais quelle a été, est-ce que c'est possible, est-ce que ça a un intérêt d'abord, je n'en sais rien, est-ce qu'elle a été l'importance des idées de la Révolution, quand même il l'a vécu, les idées de la Révolution qui sont complexes, partie de l'ère des Lumières, jusqu'à la fête de la Fédération en 91, jusqu'à la Terreur rouge, jusqu'à la solution finale, qui est le terme employé par un général de la Convention pour exterminer les Chouans. Il ne faut pas oublier que ce terme a été utilisé déjà par la Convention. Est-ce qu'on sait, est-ce que ça a une importance? Ce n'est pas que des idées, c'est une époque, c'est une histoire. Est-ce que ça a une importance chez Pinel? Les idées révolutionnaires, bien qu'elles aient bougé, elles ne se ressemblent pas, celles du début et celles qui aboutissent à Bonaparte, au dit Brumaire. Mais est-ce que ça a une importance? Je n'en sais rien, mais je vous pose la question, savoir si ma question a un sens quelconque, j'en sais rien. Parce que, d'après ce que j'ai entendu et compris, ce que je connais de Pinel, pas bien d'ailleurs, c'est qu'on a l'impression qu'il parle comme un post-révolutionnaire et qu'il fait penser par moments, bien que pas dans son écriture, mais à la littérature post-révolutionnaire de Chateaubriand, de Madame de Staël, d'Adolphe, de Benjamin Constant, etc. À justement ce sentiment de l'être intérieur absolument programmé et dilaté jusqu'au romantisme, en tout cas français. C'est la question que je vous poserai. Il y a certainement une grande influence de la Révolution, mais il a eu des malades qui étaient consécutifs aux troubles révolutionnaires. Il y a des descriptions de ces gens-là. Alors, là rentre quelque chose qui fait partie de ce qui est très critiqué chez Pinel par certains, c'est-à-dire presque son indifférence apparente, en tout cas. Il va devenir un homme de l'establishment, comme on dit maintenant. Il est il est reconnu en 1805, il a la Légion d'honneur, etc. Donc il devient un grand professeur, mais très vite après critiqué. Et ses rapports à la Révolution sont complexes. D'abord, il a dû se cacher, enfin, tout le monde le sait, de cette histoire. Et puis, c'était pas un foudre de guerre, mais il y a quand même une lettre intéressante. Il était à côté de l'échafaud, avec la garde nationale, quand le roi a été décapité. Et il écrit à son frère Pierre une très belle lettre, où il réfléchit sur les révolutions et choses comme ça. Ça, c'est une lettre personnelle et qui est intéressante. Mais un homme, de quel côté est-il? Mais là encore, il est bien en 1800, si vous voulez. Il est à la fois très réactionnaire et conservateur, et de l'autre côté, il est très, très révolutionnaire. Et révolutionnaire au sens novateur.
Par exemple, il y a des choses qui sont, j'appelle des restes ou des fossiles, mais par exemple, son lien avec Winkelmann. 25 pages du traité de la Manie sur l'idée que la réflexion sur la beauté et la forme, Winkelmann, l'Apollon du Belvédère, est-ce qu'on ne peut pas mesurer le degré de folie par écart par rapport à une norme qui serait... donc il est très Winkelmannien. Et bon, tout d'un coup, il s'aperçoit que ça ne marche pas, que on a beau avoir un type très beau, avec une tête et les proportions de Gérard Audran, impeccable, et vous passez à côté, il vous étrangle. Donc il n'y a pas c'est une... Bon, on dit, bon, il a écrit ça là, mais il ne peut pas le reprendre. Pardon, il reprend ça dans la 2e édition. Il y tient. Même façon sur la mélancolie des Égyptiens. Vous savez, ce passage que Ryle va reprendre et mettre en note justement. L'histoire, comment soigner dans des bords du Nil, avec des bateaux, la musique, etc., la mélancolie. Il y a une longue page lyrique, et Ryle la reprend dans une note en disant « Se non è vero, ben trovato ». Mais ça, il le reprend, il le garde. Donc il y a ce côté de tout à fait des lumières, et même des lumières très... qui vont chercher leur source du côté des voyageurs du XVIIe. C'est très très curieux. Il n'y a pas une unité. Et quand Ryle dit que Pinel écrit des coqs à l'âne, il n'a pas tort, d'une certaine façon. Mais les trous sont très intéressants dans les coqs à l'âne. Bon, alors la 2e édition, bien sûr, est plus orientée vers l'institution, vers et ça, c'est plus connu. Tu sais, Jackie, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose, parce que j'y pensais aussi, c'est que je trouvais que ta façon de parler de Pinel pouvait nous donner un parallèle avec la psychiatrie d'après-guerre. Je trouvais que la réaction, si tu veux, psychiatrique d'après-guerre par rapport à l'asile, et ce que tu dis de Pinel, de la Révolution et de l'hôpital, c'est difficile de ne pas faire. Enfin, c'est des choses très différentes, mais c'est vrai qu'on fait un parallèle, hein, de cette façon comme ça d'aller chercher enfin quelque chose d'une union et quelque chose de l'esprit. Enfin, je trouve, c'est impressionnant. Qui veut la parole ? Oh. Je vois pas tout le monde. Attends, je vais me mettre là. Mais je vois rien. C'est très... On voit pas bien. Vous comprenez, ce qu'il faut avec Pinel ou de ces gens-là, c'est des séminaires où on ouvre les textes, on les lit, hein, bien sûr. On les commente. Non, mais bien sûr, mais je crois que tout le monde est plutôt, je crois, épaté, réfléchissant. On regarde les gens, ils se demandent bien par où... Mais c'est drôle que Pinel attire toutes ces haines. Parce qu'on dit, bon, c'est un type arrivé, c'est un type qui pense qu'à lui, c'est un type... C'est quelqu'un qui veut les honneurs. Ah, il a fait carrière très tard, hein, très très tard, en s'intéressant à des questions de mathématiques. Il y a une question qui est intéressante aussi, pourquoi Pinel s'intéresse-t-il tant à l'hermaphrodite, qui va surgir chez Moreau de Tours. Il y a deux articles sur l'anatomie de mélancolie, d'hermaphrodite. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une unité de l'un, est-ce qu'il y a de l'un, je veux dire, dans le deux? C'est toujours une question qui est... Mais tu sais, je saute sur la conférence du mois dernier, mais il se trouve que la discussion, quand même, mon retour remarquable, hein, mais qui finit par dire, le délire, c'est comme le rêve, où on est dans un état de rêve et on ne voit pas.
la réalité ou on est dans un état conscient. Et c'est quand même intéressant de voir que les écrivains de son époque lui répondent pourquoi parlez-vous de rêve quand nous parlons de songe? Et que dans le songe, il y a toutes sortes d'états oniriques possibles, et on n'est pas forcément ou du côté du délire ou du côté de la veille. Je trouve que c'est intéressant parce que est-ce que il n'y a pas quelque chose, comme le disait Jean chez Pinel, c'est-à-dire d'être aussi attiré par une certaine pensée qui est une pensée de l'écriture de son époque, c'est-à-dire quelque chose qui va, en même temps qu'il reste une appropriation, donc la création de la psychiatrie, mais quelque chose plus du côté du songe que du côté du rêve. Je ne sais pas si tu... Oui, mais ça, est-ce que c'est pas critiquable de la part d'un médecin, tu vois, à l'époque? À l'époque, oui. Mais moi, ce que je trouve admirable chez Moreau de Tours, c'est l'idée fantastique que le crétin n'est pas... Ça révolutionne tout. Le crétin est le reste d'un désastre antérieur. C'est la puissance de son intelligence qui l'a détruit. Et tout, alors là, il constitue toute une esthétique, avec au centre quand même ce modèle qui est l'hermaphrodite de Berlin. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que tous ces grands psychiatres, quand ils sont grands, ils sont aussi passionnés de beauté, d'art et aussi l'Apollon du Belvédère et l'exemplum de Pinel. Et c'est intéressant de voir justement en quoi il est Winckelmannien. Et puis le modèle du métis parfait qui est alors cet hermaphrodite de Berlin, on le retrouve chez Charcot et Richer qui va écrire des pages superbes sur l'hermaphrodite de Berlin, et au fond comme si il y avait comme chez les grands anatomistes aussi, une hantise chez ces gens-là d'aller vers une esthétique. On oublie que Bichat voulait écrire une esthétique. On oublie aussi que Barthez a écrit un traité du beau. Je n'ai pas parlé de l'école de Montpellier, qui est intéressante aussi au même moment, parce qu'elle n'a pas la même position que d'autres médecins. Donc il y a à l'intérieur de la France même, du parisianisme et du non-parisisme. C'est-à-dire que Raël dit, ah ben oui, mais il est allé à Paris. Donc il y a de bons esprits que de Paris. C'est déjà connu avant aujourd'hui. Hein. On pourra raconter des histoires là-dessus. Les Rambo et les statues voilées. Ah oui, absolument. Oui. Absolument, oui. On peut en énumérer. Oui. Oui. Marc Ayac. Je suis un petit peu étonné que vous n'ayez pas fait référence au geste mythique de Pinel, assisté de Poussin, libérant les aliens de leur chaîne, qui on présente souvent comme étant à l'origine de l'instant de la psychiatrie française, et surtout de l'interprétation qu'en font Gladys Payne et Marcel Gaucher. C'est au fond le signe que au fond, ce qu'il y aurait de révolutionnaire chez Pinel, c'est cette idée-là qu'on peut dialoguer avec les fous, et que derrière, la raison est conservée, enfin la partie saine en quelque sorte, ce qu'on appellera plus tard la partie saine, et que somme toute, il y a là quelque chose de fondamentalement novateur, qu'il rompe avec le discours de l'insensé comme étant la voix du diable, etc. Il est du côté de la raison, il est du côté, c'est ça au fond qui le relierait au siècle des Lumières, à toute la philosophie cartésienne, etc. D'ailleurs, c'est l'interprétation qu'en fera Hegel par la suite. Hein. Moi, je n'ai pas fait ça. J'ai d'ailleurs dit que j'ai parlé justement que ce qui était important, c'était chez Pinel, mais aussi chez d'autres avant,
l'idée qu'il y avait un reste de raison, et ça a été évidemment c'est Hegel qui a pris ça. Bon. Mais je ne veux pas, c'est tellement rebattu ça, c'est tellement connu que je n'allais pas faire mon truc là-dessus. Donc ce qui m'intéressait, c'est non, c'est pas de l'ordre du symbolique qui m'intéresse, avec savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est plus sain ou si pas plus sain, etc. C'est de l'ordre du symbolique. C'est très important. Savoir s'il a vraiment libéré les 2 tableaux de Pinel, etc., bien sûr, mais ce qui est important, c'est la constitution des idées. Comment ça se fait? Comment ça se compose? Comment ça se fait? Après c'est de l'ordre de l'histoire, et l'histoire que je néglige pas, mais c'était pas la mienne. C'était pas mon propos. C'est évidemment pas pour polémiquer que je pose la question, mais puisque, au fond, la question, c'est la force des idées. C'est, au fond, Pinel, le fruit de quoi est-il? C'est un peu ça, votre... Le fruit de quoi? De quel débat d'idées est-il? Oui. Dans quelle ligne s'inscrit-il? Je ne dirais pas de quel débat d'idées, mais de quelle stratégie. Bon. Est-ce que, effectivement, c'est pas par ce biais-là qu'il se rattache? Mais si, mais je suis d'accord avec vous, mais tout à fait d'accord, mais c'est une partie... J'allais pas reprendre cette partie qui a été étudiée 36 fois. Donc... Ok, donc Pinel, révolutionnaire, s'appuyant sur l'histoire, au fond, c'est poursuivre un peu. Oui, c'est-à-dire, c'est ça, oui, d'accord. Avec l'entrevue avec Couton et tout ça, oui, tout ça. Mais ça fait partie de l'histoire pinélienne, donc elle est de la geste pinélienne. Ça, j'en ai pas parlé parce qu'elle va de soi. Tout le monde la connaît. Oui, mais c'est à vous deux que je pose une question, puisqu'on discute comme ça. Est-ce que justement, dans les propos de Jackie, il n'y a pas quelque chose qui nous gratte un peu sur le fait que, quelquefois, nos patients ne sont qu'un résumé de leur histoire, et pas, dans un certain contexte, la façon dont il y a une certaine rupture, tu vois, avec l'époque, parce que un des dangers, c'est que on peut toujours tout expliquer historiquement après coup. Non, si vous parlez de Pinel à l'étranger ou n'importe où, c'est celui qui a libéré les folles. Bon, c'est ça. Bon, tout le monde, ça fait partie de la geste de l'épopée pinélienne, mais il faut aller voir par derrière quand même. Là, tu viens juste de faire allusion au lieu naissance de Pinel. Je trouve que c'est une ville. Donc Pinel comme Esquirol, Pinel est toulousain, c'est un homme du Midi. Pinel est un homme du Midi. Midi-Ouest. Midi-Ouest, le Sud-Ouest. Et donc, tu as parlé aussi, donc peut-être pas assez longuement, de cette publication qui s'appelle la Société médicale d'émulation. Oui, ben je la possède en entier. Hein. Tu ne me la vendras pas. Hein. Voilà. C'est une publication qui tranche un peu, je crois, avec les périodiques antérieurs. Dans les périodiques du XVIIIe siècle, entièrement, il y avait une espèce de correspondants régionaux qui touchaient un peu au pittoresque. On annonçait toujours le docteur Intel Saint-Tropez, c'était toujours des enfants monstrueux qui étaient nés. Il fallait toujours qu'ils en rajoutent, même ceux qui étaient du Nord. Et en revanche, dans cette publication-là, il y a une espèce d'unité dont il n'y a que des vedettes. Hein, donc, que des vedettes. Ce sont des gens qui sont choisis, mais qui font des articles d'abord qui sont très longs, en fait, qui tiennent la place, qui réfléchissent, et qui changent un peu la donne. C'est vrai que, là, tout à l'heure, on a fait allusion à la libération. Lorsqu'on parle de politique, on parle de Couton, etc., mais il y a aussi une difficulté. Parce que Pinel est un homme d'Ancien Régime. Il a connu l'Ancien Régime. Il a connu l'Ancien Régime politique, à Toulouse. Il a connu l'Ancien Régime universitaire. Il a connu l'époque Montpellier. C'est un oratorien, c'était un élève des oratoriens. Oui. Absolument. Il a connu les thèses codlibétaires, les thèses cardinales, tout cet appareil qui était un appareil institutionnel, qui a fonctionné assez longtemps, il a connu, il en est resté ou sorti, on n'en sait rien. Mais de cette façon, Pinel, c'est un homme qui arrive, il n'est pas vierge quand il y a la Révolution, il a déjà un vécu, comme on dit, assez important. Et moi, je pense que le mystère n'est pas résolu. Il s'intéressait à tout, tu le disais tout à l'heure. Bon, dans cette société, il s'intéressait au squelette des éléphants, il s'intéressait à la statistique.
il s'est intéressé à toutes sortes... C'est la géométrie, à l'arithmétique. À la géométrie, à l'arithmétique. Et c'est un peu, en fait, cette histoire du médecin provincial, elle est souvent... l'histoire, on ne peut pas dire que ça arrive à Freud. Vienne était une capitale, mais quand même, il y a quelque chose de problème. Je pense à une autre personne, à deux autres personnes, si je peux me permettre. C'est Quesnay. Alors Quesnay a connu ce sort extraordinaire de devenir le créateur de l'économie politique, parce qu'il y avait une espèce de jalousie, on peut tous projeter là-dessus, mais disons qu'à Mantes-la-Jolie, où il était, donc tout le monde lui a fait comprendre qu'il ne ferait pas de carrière. Il était un peu trop brillant, donc qu'est-ce qu'il a Il a été passé à thèse à la suite des armées du roi à Pont-à-Mousson, et c'est là où il est devenu le protégé de Louis XVI, à Pompadour. C'est Louis XV, c'est Louis XV, pardon, Louis XV qui a imprimé donc qui a imprimé le tableau économique. Et deuxièmement, je ne veux pas te le vendre, Jackie, mais quand même, il faut qu'on parle d'une chose. Je viens de découvrir presque par hasard un médecin qui s'appelle Jean Vigier de Castres. Alors c'est un médecin dont les œuvres sont extrêmement méconnues, qui a quelques histoires. Et il se trouve que les 4 œuvres principales qu'il a écrites, personne ne les connaissait, y compris les biographes des années, le Jourdan et des Éméris, les biographes des années 1820. Comme ça arrive quelquefois même de nos jours, le premier dit qu'il a copié les anciens, on revient à ce que tu disais là sur la médecine de l'Antiquité, sans preuve, puisqu'ils n'ont pas lu. Le deuxième en rajoute, en disant c'est un médiocre. Et là, je me suis adressé à la ville de Castres aux biographies castraises, et les biographies castraises, 1820, ils font ce que les gens de la télévision faisaient dans les années 58-64. Il fait de l'autocensure, il le massacre encore plus, sans l'avoir lu. Alors là, Pinel, bon, tout le monde l'a lu apparemment, mais est-ce qu'on peut dire qu'on l'a vraiment lu ? Comme tu disais, on ne peut pas travailler sans texte, et sans texte, sans l'intégralité des textes. Qu'on soit X, qu'on soit Y, qu'on soit Foucault, on est obligé de lire les textes. On est obligé pour pouvoir en parler. Et là, Archambault, tu as dit Archambault, lui, il lisait, il faisait traduire. Et je crois que chacun a sa lecture, et que effectivement, une espèce de symbolique comme cette libération des aliénés, ça sert aux historiens aussi anglo-saxons à écrire leur histoire, qui n'est pas souvent mauvaise ni bonne, pas toujours forcément. Ça sert à écrire leur histoire et peut-être à s'éloigner quelquefois des documents. Merci. Moi, je crois que une des grandes chances de Pinel, ça a été de vieillir et de ne pas écrire trop tôt. C'est pas un livre de jeune homme. C'est un livre, donc, type qui a passé, qui est près du milieu de son âge. Et c'est tout le contraire d'un livre comme celui de Bichat, Réflexion sur la vie et la mort, qui est génial. Mais lui, donc, il a acquis des connaissances, il a jugé, il est revenu. La deuxième édition est très différente de la première, en 1809, très différente. C'est quelqu'un qui a eu la chance de vieillir, si j'ose dire. Une petite intervention, Jackie. Oui. Moi, ce qui m'a frappé en lisant Pinel, et qui fait, à mon avis, sa force, je dirais presque sa grandeur, c'est qu'il décrit. Oui. C'est un écrivain. Oui, oui. Ce qu'était Freud, d'ailleurs. Oui. C'est un écrivain, il décrit. Non pas, il décrit un réel, du réel, non pas dans le style du réalisme, qui est une fausse vérité, mais il décrit du réel et non pas de la sémiotique, de la sémiologie ou de la sémiotique seulement. Il décrit. C'est un écrivain. Ça m'a beaucoup frappé et je trouve que c'est ce qui fait certainement et qui fera sa pérennité. Est-ce que vous êtes d'accord, Jackie, tu as beaucoup travaillé, je te vois comme ça, et puis j'ai un grand souci de t'emmener dîner, le souci épicurien du soir. Et si vous êtes d'accord, on va arrêter là pour aujourd'hui, en vous rappelant, et en vous remerciant beaucoup tous, et ceux qui ont posé des questions, en vous rappelant que tout ça est toujours publié. Ça fait toujours un regroupement des conférences qui est publié dans la Psychiatrie française, et en vous rappelant que la prochaine conférence,
C'est la dernière de ce cycle de cette année en réalité. Elle a lieu, je crois, en début octobre. Comment s'appelle ton ami? Vincent Barras. Voilà. Et celui qui vient est quelqu'un de formidable qui s'appelle Vincent Barras et il vient de Suisse. De Lausanne, c'est le directeur du centre roman d'histoire de la médecine, du centre roman d'histoire de la médecine à Lausanne. Et qui est un grand spécialiste de la psychiatrie et de son histoire et qui vient nous parler au mois d'octobre. D'accord? Et on verra la suite. Merci à vous et bonnes vacances pour ceux qu'on ne revoit plus.